Prise 3. L'esclavage transatlantique, c'est-à-dire celui qui a commencé au début du XVe siècle et qui s'est terminé au début du XXe siècle et qui a lié l'Europe, l'Afrique et les Amériques, à trois choses qui sont différentes de l'esclavage classique. L'esclavage classique, il n'était pas organisé. Les gens se faisaient la guerre, capturaient les vaincus, quelle que soit leur couleur, leur religion. On les mettait en servitude, on les exploitait dans les champs, on les faisait travailler. Donc le premier point important à savoir pour l'esclavage transatlantique, dont vous êtes les héritiers ici, c'est qu'il était légal et organisé. Pourquoi? Parce qu'il a commencé en 1492, au XVe siècle, lorsque l'Espagne que vous connaissez actuellement, qui a été dominée pendant 7 siècles par des musulmans, a été reconquis par les rois chrétiens. Et quand les rois chrétiens ont reconquis l'Espagne en 1492, ça a coïncidé avec ce qu'ils ont appelé la découverte des Amériques et des Antilles. L'idée a commencé à germer ici de quelques voyageurs qui rentraient, qui disaient il y a là-bas des terres, de l'or, des épices, beaucoup de choses, de richesses. Et là, les rois chrétiens, les rois d'Europe, de France, d'Allemagne, de tout ça, ont décidé on va envoyer des gens pour aller voir quelles sont ces richesses et amener ça chez nous ici. Et c'est de là qu'a commencé ce qu'on appelle le commerce triangulaire. Triangulaire veut dire trois, l'Europe, l'Afrique, les Amériques et les Antilles. C'est-à-dire que, le système était légal, c'était le premier point que je voulais souligner, donc organisé par les gouvernements, les royautés. Il était basé aussi sur un texte juridique de droit, c'est-à-dire que si les esclavages traditionnels n'avaient aucun texte, l'esclavage transatlantique était basé sur un texte juridique de droit. Ça s'appelle le Code noir. Si vous allez sur Google demain, vous mettez Code noir, vous allez voir le Code noir français, élaboré par Louis XIV et Colbert, dans lequel l'esclave est défini comme un bien meuble. Le bien meuble, c'est la définition qu'on donne à l'animal dans le Code civil français actuel. C'est-à-dire que l'esclave n'était pas considéré comme un être humain. Troisième caractéristique de l'esclavage transatlantique, c'est que donc c'était le seul esclavage basé sur un système racial. Parce qu'au départ du XVe siècle, quand ils ont commencé à vouloir exploiter les Amériques et les Antilles, il n'y avait pas de race. On ramassait les paysans ici, en Allemagne, en France, on les mettait dans les bateaux, on leur disait, allez, vous êtes pauvres, et les gens mouraient de faim, la famine. Et ils cherchaient à vivre. On leur disait, bon, embarquez, là-bas, vous allez aller dans des terres où il y a des richesses. Et on les amenait. Donc, ce n'était pas racial. On prenait des prisonniers ou des pauvres paysans. Mais lentement, les rois avaient dit à ceux qui ont des richesses, investissez vos richesses dans les bateaux, on va vous donner la licence, c'est-à-dire le droit d'exploiter les terres là-bas, et quand vous allez gagner de l'or, vous nous donnez une partie, nous les royautés d'Europe. C'est comme ça qu'on a organisé le système du commerce triangulaire. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte, après un siècle de cette pratique qui était purement commerciale, d'exploitation, qu'il fallait beaucoup plus de personnes pour aller exploiter les Amériques et les Antilles, parce que c'est des terres immenses. Donc, comme il fallait beaucoup de gens plus, on s'est rendu compte, ceux qui investissaient de l'argent, qu'il y avait un continent, l'Afrique, qui était en face de l'Amérique et des Antilles qu'il fallait exploiter. Et ils se sont rendus compte qu'en Afrique, on pratiquait l'esclavage traditionnel. C'était l'Afrique des empires, il y avait des rois, des empereurs, il y avait des classes nobles, des classes guerrières, et des classes de travailleurs exploités, de paysans, et des classes inférieures, qu'on appelait inférieures comme ailleurs. Les Européens ont dit, mais comme l'Afrique pratique l'esclavage traditionnel, on va coopérer avec les rois africains, et on va prendre les millions de gens dont on a besoin de l'Afrique pour les amener dans les Amériques et les Antilles. Et c'est là qu'est né le racisme. Parce qu'on s'est rendu compte après un siècle, il y a eu des intellectuels et des gens qui ont commencé en Europe à dire, mais nous sommes en train d'amener des êtres humains dans les Amériques et les Antilles, de les exploiter comme esclaves, de les traiter comme des animaux. Il y a des millions de morts, et ce n'est pas conforme à nos valeurs. Et c'est là que les savants européens et les intellectuels européens, à partir du XVIIe siècle,
dont Voltaire et les scientifiques qui sont là au musée d'histoire naturelle, les Cuvier, tous les gens que vous entendez, qui ont les noms de rue, Geoffroy Saint-Hilaire et tous ces gens, ont commencé à travailler, à justifier l'infériorité des Noirs pour légitimer le fait qu'on était en train de les mettre en esclavage. Donc, le racisme a été inventé pour justifier le fait qu'on exploitait déjà les Noirs parce que simplement ils venaient d'Afrique et l'Afrique était peuplée de Noirs. La conclusion que je voulais dire, c'est que les sociétés actuelles dans lesquelles vous vivez, sur le plan économique, leur prospérité vient de ce système d'exploitation des terres des colons et des terres esclavagisées, des richesses qu'on a amenées, basées sur l'exploitation humaine des êtres humains qu'on a amenés d'Asie, d'Afrique, du monde arabe, pour faire leur travail. Et que donc, on a structuré les villes, les sociétés en fonction de ce système. Mais ça a été combattu. Les esclaves se sont battus. Il faut le savoir. Parce que le racisme a essayé de donner l'idée que les esclaves étaient consentants. Non. Dès le début de l'esclavage, celui-là, comme les esclaves qui l'ont précédé, les esclaves se sont battus, ont résisté par les armes, par le combat, tout le temps, tout le temps. Quand on les capturait dans les villages, quand on les amenait dans les forts, dans les bateaux, ils se sont battus. Arrivés dans les côtes des Amériques, ils se sont battus. Dans les plantations, ils se sont battus, beaucoup tués, évidemment. Et ils ont résisté aussi au racisme, parce qu'ils savaient que c'est ce système-là qui légitimait le fait qu'on les exploite. Et comment ils ont résisté? Et ça, c'est très important, parce que beaucoup de vos professeurs ou même de vos parents ne le savent pas. C'est ce que j'appelle la résistance culturelle. C'est-à-dire que les esclaves qu'on était en train d'exploiter dans les Amériques et les Antilles, par millions, se sont rendus compte que les Blancs qui les exploitaient ne les voyaient pas comme êtres humains, qu'ils les voyaient comme outils de travail. Et donc, le racisme a aveuglé les colons. Et c'est là que les esclaves africains, pour nous prendre comme exemple, on dit, bon, comme le Blanc nous méprise nos cultures, nos traditions, nos valeurs, on va se réfugier dans nos valeurs, dans nos dieux, dans nos rituels, toutes les croyances qu'ils avaient déjà en Afrique. Ils les ont cultivées. À cette époque-là, ce qui a donné la force à l'esclavagisme et à la colonisation, c'est que l'Église chrétienne, le Vatican, qui était la grande force politique de l'Europe pendant des siècles, n'était pas contre l'esclavage. Le Vatican et les papes demandaient qu'on évangélise les esclaves, c'est-à-dire qu'on en fasse de bons chrétiens. Et on demandait aux esclaves d'obéir au maître comme vertu chrétienne. Et ils iraient au paradis dans une autre ville, mais ici, ils devaient obéir au maître. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, la résistance culturelle pendant des siècles? Magnifique, prodigieuse. Ils ont dit, on va transformer le Christ et la Vierge Marie, qui sont les deux figures du christianisme, on va les transformer en nos dieux, en nos orishas, sans le dire au maître. Le maître ne le saurait pas. Et donc, ils ont intégré le Christ et la Vierge Marie dans leur rituel. Tout simplement, naturellement, silencieusement. C'est pour ça que si vous allez dans les Amériques et les Antilles, au Brésil, à Cuba, ailleurs, vous avez au Brésil le candomblé. C'est la religion de tout le monde. C'est un mélange de christianisme et des religions africaines. Vous avez la santeria à Cuba. C'est un mélange. Donc, la résistance culturelle a permis aux esclaves de résister au fait qu'on a voulu les déshumaniser. Tous les jours que je faisais, les esclaves devaient se battre pour survivre. Et là, la structure qui les a sauvés, c'est la famille et la femme. La femme esclavagisée a été la force principale des familles. Quand les hommes rentraient fatigués, cassés, humiliés, c'était les femmes, les mères, qui les récupéraient, qui tenaient la famille et qui les aidaient. Les femmes aussi étaient exploitées. C'est ce qui fait que vous êtes là, vivant. Que tous les gens qui ont été esclavagisés, discriminés, ont survécu à cette violence totale où ils n'avaient aucun droit. La résistance culturelle. C'est ce qui fait que toutes les cultures des Amériques et des Antilles sont des cultures plurielles. Et donc, les sociétés actuelles, pour terminer là-dessus, sont le résultat de ça. Basées sur des populations qu'on a amenées de force, discriminées, rejetées, séparées, mais qui ont développé une culture de résistance à la fois militaire, ils sont battus par les armes, mais également culturellement, intellectuellement, physiquement.
Et les héritiers de cette résistance culturelle, c'est Aimé Césaire, c'est Frantz Fanon, c'est tous les grands intellectuels africains, arabes et autres qui ont écrit pour analyser tout ça. Les sociétés occidentales sont en train d'accoucher de nouvelles identités plurielles. Et tous les accouchements sont douloureux. Dans 10 ans, la France ne sera pas ce qu'elle est actuellement. C'est de là que vient la force des partis d'extrême droite, des communautés dominantes, des classes dominantes, Le Pen, Zemmour, etc. et tout le reste. Et ils ont récupéré ça. Mais sachez que ces partis-là sont des partis minoritaires. Les sociétés occidentales sont déjà plurielles dans la rue, sont de plus en plus plurielles dans la culture, sont de plus en plus plurielles dans la littérature, sur la musique, sur l'art. Toutes les minorités qu'on avait voulu marginaliser sont maintenant des forces de création. Donc, le seul lieu où ces minorités discriminées sont invisibles, c'est les lieux de pouvoir. Et donc, le grand combat, c'est de sortir ces communautés de 2 grands problèmes. Le silence historique. Historique veut dire, il faut que les livres d'histoire de France racontent l'histoire dont je viens de vous parler. Pourquoi il y a des Noirs et des Africains qui sont chez nous ou des Arabes? D'où viennent-ils? Ils ne viennent pas du ciel. Faire que les livres d'histoire de France reflètent l'histoire des populations de toutes les communautés françaises. Mais sortir aussi de l'invisibilité. L'invisibilité signifie que quand vous prenez la carte de la marginalisation sociale, culturelle, économique et politique, elle coïncide avec la carte des communautés minoritaires, des communautés historiquement esclavagisées ou colonisées. La société dans laquelle nous vivons ne vient pas du cosmos. C'est une construction historique dominée par le pouvoir politique et le système d'exploitation. Nous voulons que ce système soit expliqué, que nous sachions qui nous sommes, qui vous êtes, pourquoi nous sommes ici et comment nous allons vivre ensemble. Et je conclue en vous disant, ne soyez pas pessimistes. Nous savons maintenant que nous avons les instruments juridiques. Il y a les conventions internationales, il y a le droit international humanitaire et les droits de l'homme qu'on a construits, qui sont contre la discrimination raciale, contre les femmes, la violence, etc. Ces conventions sont dans les lois françaises. Ça veut dire que vous avez les armes dans les lois françaises, dans la Constitution française. Il faut l'utiliser. Mais ce que je voulais vous dire, vraiment pour terminer, pour vous donner de l'espoir, beaucoup pensent que le fait que Zemmour apparaisse et le Front National veut dire que le racisme monte. Non, mon ami, le racisme ne monte pas. Le racisme devient plus visible simplement. Vous êtes les héritiers de résistants. Si vos ancêtres n'avaient pas résisté pendant 4 siècles à la déshumanisation complète, ils n'avaient aucun droit. 4 siècles, on les coupait leurs mains, on les tuait. Chaque jour, ils se battaient. S'ils n'avaient pas résisté physiquement, et intellectuellement, et spirituellement, vous ne seriez pas là. Mais vous êtes là, ça veut dire que vous êtes des héritiers de ces combattants. Mais vous êtes des héritiers non pas pour discriminer à votre tour, mais pour construire cette société multiculturelle. Et c'est vous qui êtes en train de la construire, avec aussi des blancs, des juifs, des musulmans, etc. Mais la condition presque centrale, c'est que vous soyez unis. Et actuellement, il y a des tensions entre les différentes communautés. Et cette union ne se fait pas aussi abstraitement, elle se fait dans des lieux comme ici. Donc bravo pour cette initiative, et je suis très heureux d'être avec vous. La France change. La France, ce n'est pas seulement Zemmour, mais c'est bon que Zemmour apparaisse. Qu'on sache qu'il y a des Français qui pensent comme Zemmour. C'est quand vous identifiez ça que vous pouvez les combattre. Vous combattez Zemmour, non, parce que vous faites. On ne vous invitera pas à la télévision, vous êtes invisible. Mais vous le faites là, à Montreuil, les bons lieux, à l'école, dans vos amitiés, vos amours et tout le reste. Donc vous êtes dans cette phase de transformation et vous êtes des forces de transformation.